Bonjour à tous. Donc, je vous fais une petite vidéo pour faire un rappel sur la séquence numéro 5 que nous avons commencé à travailler avant votre départ théorique en PFMP. Donc, je ne vous ai pas encore donné du travail à faire pendant cette continuité pédagogique et donc vous aurez à faire quelques exercices pour les vacances. Donc, je vais reprendre avec vous la séquence numéro 5 qui s'intitule « Les risques professionnels dans l'activité de travail ». L'objectif de cette séquence est de pouvoir donc repérer ces risques professionnels. Je vais commencer par des rappels plutôt brefs sur la séance numéro 1 que nous avons déjà faite. Cette séance 1 s'intitule donc « Identification des risques professionnels ». Donc, c'est au fait tout simplement identifier les risques dans le milieu professionnel. Dans l'activité numéro 1, on avait donc travaillé sur cette infographie qui reprend les sinistres professionnels pour l'année 2015, donc concernant plutôt les salariés du privé, c'est-à-dire plus de 18 millions de personnes en France. On a trois types de sinistres: les accidents du travail à proprement dit, les accidents du trajet et les maladies professionnelles. Pour commencer, les accidents du travail à proprement dit, c'est-à-dire au fait tout accident qui a lieu sur le lieu de travail, donc que ça soit dans l'atelier même, dans l'entreprise, que cela soit également chez un fournisseur, chez une entreprise dans laquelle vous êtes amené à intervenir. Ok. Donc pour l'année 2015, plus de 620 000 sinistres ont été enregistrés pour 545 décès. Si on s'intéresse à la proportion des accidents du travail même, on peut voir que l'accident du travail le plus fréquent, avec 53%, ils sont dus plutôt aux manutentions manuelles, c'est-à-dire en fait au fait de déplacer des charges lourdes manuellement. 13% de ces accidents sont dus aux chutes de plein pied, donc c'est-à-dire c'est le fait de tomber à sa propre hauteur, une chute de plein pied, c'est-à-dire en fait lorsque on va trébucher par exemple sur un sol encombré. Et enfin, 12% de ces accidents sont dus à des chutes de hauteur, là pas besoin d'explication particulière. On a ensuite les accidents du trajet. Donc les accidents du trajet vont être, si on veut, rattachés aux accidents du travail, car ce sont des accidents qui ont lieu entre le domicile et le lieu de travail, ou entre le travail et le domicile, vous avez compris, quoi. Soit le chemin aller, soit le chemin retour. Plus de 86 000 sinistres en France et 60% de ces sinistres sont dus à la perte de contrôle de moyens de transport. Donc dans ces deux cas, on a une blessure, une lésion qui est due à un événement soudain. Un accident, c'est quelque chose qui est soudain, et un accident de la route, c'est la même chose. Enfin, le dernier sinistre, c'est ce qu'on appelle la maladie professionnelle, et lui, contrairement aux accidents du travail, sont dus à une exposition sur le long terme à un danger. Donc ici, vous allez être exposé à un danger. Ce danger va vous occasionner un dommage à un moment donné précis, accident du travail ou accident du trajet si le danger est une voiture que vous percutez. Ok. La maladie professionnelle, en revanche, c'est un danger qui va occasionner des dégâts, si on veut, légers, mais sur une période longue, très longue, jusqu'à occasionner une maladie professionnelle. Et 85% de ces maladies professionnelles en 2005 étaient des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire en fait des troubles des tendons ou des nerfs. Donc c'est généralement lorsqu'on va avoir une tendinite à force de répéter plusieurs fois les mêmes gestes. On va s'intéresser 2 minutes même pas 2 minutes d'ailleurs, aux statistiques. On peut voir que si on réunit accident du trajet et accident du travail, donc ce que j'ai encadré en rouge ici, environ sur ces accidents de travail et accidents de trajet, on va avoir une personne qui meurt pour 1000 accidents liés au travail. Donc sur 1000 accidents, une personne va mourir. Pour les maladies professionnelles, on a des résultats qui sont 2 fois supérieurs. Pour 1000 personnes, il y a 2,5 personnes qui vont mourir. Donc pour 1000 maladies professionnelles, 2,5 personnes meurent. Donc on voit bien que les maladies professionnelles, même si elles sont moins nombreuses, on le voit au nombre de sinistres, elles sont plus mortelles au vu du pourcentage de personnes qui meurent en fait. Donc en fait, le problème qu'on va se poser, qui est posé dans cette séquence, c'est tout simplement les risques professionnels.
Dans cette première séance, on avait également abordé les 17 familles de risques professionnels et je ne vais pas revenir sur chacune de ces familles. Je vais juste redétailler quelques intitulés qui peuvent prêter à confusion ou qui peuvent manquer de clarté. Donc la famille numéro 1 est risque de trébuchement, heurte ou autre perturbation du mouvement sont en fait liés à la chute de plein pied. Donc on va trébucher sur un sol encombré, ce qui va entraîner une chute de plein pied, une chute de sa hauteur. Risque lié à la manutention mécanique, c'est le fait au fait de déplacer une charge lourde avec une aide à la manutention, par exemple un diable ou encore un transpalette électrique ou pas d'ailleurs. Famille 7, les risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets, c'est au fait les risques liés à l'utilisation de produits chimiques. Risques liés aux agents biologiques. Donc un agent biologique, c'est, si on veut, un micro-organisme capable de rendre quelqu'un malade. Donc si on fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement, les médecins, infirmières, aides-soignantes, et aussi aux masculins d'ailleurs, qui sont confrontés dans les hôpitaux aux personnes atteintes du coronavirus sont soumis à ce risque, puisqu'ils sont en contact d'un agent biologique qui peut occasionner chez eux une maladie. Enfin, on a donc la famille 16 avec les risques liés au rayonnement, c'est-à-dire radioactivité nucléaire, et la famille numéro 17, les risques psychosociaux, c'est au fait lié à la charge mentale que va pouvoir ou non, d'ailleurs, pas tout le temps et heureusement, exercer un supérieur, notre employeur, sur nous-mêmes. Donc le fait d'avoir une certaine cadence à respecter, de certains comportements, va entraîner en fait une charge mentale et qui va pouvoir avoir différents effets, de la dépression, burn-out. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est la séance numéro 2 qui s'intitule l'approche par le risque, le processus d'apparition du dommage qu'on appelle PAD. Notre objectif va être d'identifier justement ce processus d'apparition du dommage. Et pour cela, on va avoir besoin de quelques définitions. Premièrement, le danger, c'est ce qu'on appelle la cause capable de provoquer une lésion et ou une atteinte à la santé. Je vous ai mis à chaque fois 3 exemples en bas. L'exemple de gauche, c'est l'exemple que vous avez déjà dans votre cours. L'exemple du milieu, c'est au fait un exemple de la vie au quotidien. Et enfin, le produit chimique dans le cas d'une activité professionnelle. Donc voilà 3 dangers différents, une meuleuse avec un fil dénudé sous tension, une voiture ou encore un produit chimique. La situation dangereuse, c'est la situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs dangers. On va toujours rester sur ces mêmes dangers. Donc dans le cas d'une meuleuse avec un fil dénudé sous tension, la situation dangereuse est le fait qu'au fait l'opérateur va utiliser cet outil défectueux. Si on est sur l'accident de la route, c'est le fait que la personne traverse la route tout simplement, et pour le produit chimique, que la personne utilise ce produit chimique. Donc la situation dangereuse, c'est au fait l'activité de travail que fait la personne, l'exposant à un ou plusieurs dangers. L'événement déclencheur, qu'on peut aussi appeler événement dangereux, c'est l'événement qui est susceptible de causer un dommage pour la santé. Donc là, ce qui va réellement causer le dommage à la personne, c'est le fait qu'elle touche ce fil dénudé. Si la personne ne rentre pas en contact avec le fil dénudé, il n'y a pas de dommage. Donc l'événement déclencheur est très important, on y reviendra plus tard. Dans le cas d'un accident de la route, ça peut être le fait qu'une personne n'ait pas respecté le feu rouge, le fait que la personne soit en train d'utiliser son téléphone, bref, tout élément qui va pouvoir entraîner une baisse de la vigilance du conducteur. Et dans le cas d'un produit chimique, c'est le fait que ce produit chimique se verse sur les mains, sur le visage, au fait, sur une zone dénudée de protection où la peau est à l'air libre. Et enfin, le dommage, c'est simplement la lésion ou l'atteinte à la santé. Donc, dans le cas de la meuleuse, ça peut être la brûlure, jusque-là ça va, l'électrisation et voire l'électrocution. Dans le cas d'accident de la route, fracture, traumatisme crânien, etc. ou encore une brûlure chimique. Dans l'approche par le risque, on va avoir 3 étapes. La première, c'est l'analyse de la situation. Donc, on part d'une situation professionnelle et on l'analyse en utilisant ce schéma. Donc, si vous regardez bien, en fait, ce schéma reprend les différents termes que j'ai précédemment définis. Ok, je vais vous expliquer un peu la logique de ce schéma. Alors, on a la personne avec sa zone de présence. Donc, j'avais déjà utilisé cet exemple, mais imaginez que lorsque vous êtes en atelier,
Autour de vous, il y a une bulle de 1 mètre sur 1 mètre qui représente en fait votre zone de présence. Donc, elle est tout le temps avec vous. Lorsque vous vous déplacez dans l'atelier, ou lorsque vous utilisez, par exemple, un outil coupant, ça peut être un danger. Votre zone de présence, donc ce que vous avez ici en jaune, hein, va être proche physiquement de la zone de danger. Donc, imaginez que vous avez une bulle d'1 mètre sur 1 mètre et imaginez que le danger possède sa propre bulle d'1 mètre sur 1 mètre. À partir du moment où physiquement vous êtes proche, il va y avoir en fait ce qu'on appelle une situation dangereuse. La personne est physiquement proche d'un danger, il y a une situation dangereuse. Mais heureusement que je sache, lorsque vous êtes parti en PFMP, lorsque vous êtes dans l'atelier, vous travaillez avec des dangers et vous ne vous êtes pas pour autant blessé à chaque fois que vous travaillez. Pourquoi? Simplement parce que il manquait un élément crucial, important à l'arrivée du dommage, qui est l'événement déclencheur. S'il n'y a pas cet événement, le dommage ne survient pas. On va reprendre très rapidement l'exemple de la meuleuse sans fil. Si la personne utilise une meuleuse sans fil toute une journée et que cette même personne ne rentre pas en contact avec le fil dénudé, il n'y aura aucun dommage. Effectivement, la probabilité que cela arrive sur une journée de travail où la personne va l'utiliser non-stop est très élevée. Pour autant, si cet événement ne survient pas, il n'y a pas de dommage. Donc voilà pourquoi l'événement déclencheur est, à mon sens, l'élément crucial de ce schéma, car sans lui, il n'y a pas de dommage. Et heureusement d'ailleurs, sinon, à chaque fois que vous travaillez, il y aurait eu des problèmes. Ok, donc je récapitule rapidement. Première étape, on va analyser une situation professionnelle pour déterminer quel est le danger, quelle est la situation dangereuse, quel est l'événement déclencheur et quel est le dommage possible de cette situation de travail. Ça, c'est la première étape. L'étape numéro 2 consiste à l'évaluation des risques d'atteinte à la santé. On va la diviser, si vous voulez, en 2 sous-étapes. Première étape, on va essayer d'estimer la gravité du dommage. C'est la partie gauche de mon schéma. On va avoir 4 niveaux de gravité, allant de faible à très grave. Le niveau faible, c'est lorsqu'une personne a un accident de travail ou une maladie professionnelle qui n'occasionne aucun arrêt de travail. Le niveau 4, très grave, c'est lorsqu'un accident de travail ou une maladie professionnelle peut entraîner la mort. Donc en fait, on va avoir une graduation dans la gravité du dommage en fonction de la situation. Par exemple, si on revient toujours à la meuleuse, ça va dépendre du dommage. Si la personne va avoir une simple brûlure, on va avoir au final la gravité qui est faible, puisque la brûlure ne va pas entraîner de arrêt de travail. En revanche, s'il y a une électrisation importante entraînant des séquelles, là, on va être plutôt peut-être sur le niveau 2 ou le niveau 3. Donc, en fait, tout va dépendre des explications données dans la situation. Ok. Deuxième sous-partie de cette étape, c'est ce qu'on appelle l'estimation de la probabilité d'apparition du dommage. Donc, tout simplement, on va déjà commencer par le départ. S'il est écrit départ, c'est qu'on commence par là. On va d'abord se questionner sur la fréquence et ou la durée d'exposition au danger. Il faut que vous arriviez à distinguer fréquence et durée d'exposition. La fréquence, ça va être simplement le nombre de fois où la personne va être en contact du danger sur un instant T. En revanche, la durée d'exposition, c'est le temps que la personne est exposée à ce danger. Par exemple, vous travaillez dans un environnement sonore. L'environnement sonore est dangereux, peut occasionner des blessures. On l'a vu notamment sur le chapitre des risques liés au bruit. Ok, peu importe. Admettons que vous y êtes exposé à cet environnement bruyant 30 minutes par jour. 30 minutes, on est d'accord que c'est une durée d'exposition qui est relativement faible sur une journée. En revanche, si vous êtes exposé à cet environnement sonore 30 minutes tous les jours, ça fait quand même 5 fois par semaine, 5 jours sur 5 possibles, vous êtes confronté à ce
danger-là. Donc, sur un mois, sur une année, ça va donc avoir une fréquence très élevée. Donc, il faut bien distinguer fréquence et durée d'exposition. Ces deux paramètres peuvent être différents et pour autant être confrontés régulièrement au danger, avec notamment l'exemple que je vous ai cité. Donc, première partie, on se détermine la fréquence et durée d'exposition. Soit cette fréquence ou cette durée d'exposition est rare ou courte et on se positionne sur la partie haute du schéma, soit cette durée d'exposition est fréquente ou longue et dans ce cas-là, on se situe sur la situation d'en bas. Oui, je reprends quand j'ai pas été clair. Soit la durée d'exposition est rare ou courte et on se situe sur la partie haute, soit la durée d'exposition est fréquente ou longue et on se situe sur la partie haute basse du schéma. Ok, on y arrive. Ensuite, on va essayer de déterminer la probabilité d'apparition d'un événement déclencheur. Soit c'est faible et élevé dans les deux cas. Et ensuite, on détermine donc si c'est très probable, improbable, probable ou très probable. Donc, si on prend le cas de la personne qui est exposée à un environnement sonore, si elle y est exposée une fois par jour, donc on peut être donc, sur une durée d'exposition qui est fréquente, est-ce que la probabilité d'apparition d'événements déclencheurs est faible et élevée? Ben, ça va dépendre en fait de la situation et on pourra déterminer si c'est probable ou très probable. Enfin, on va essayer de déterminer un niveau de priorité. Donc, soit la réduction du risque est non prioritaire, c'est ce que vous avez en bleu, soit la réduction du risque est prioritaire. On va en fait se servir des éléments qu'on a analysés avec le document précédent ici. Pour une situation donnée, pour un dommage donné, on va déterminer sa gravité. Et ensuite, on a déterminé sa probabilité. Et on va simplement, en fait, compléter ce schéma à l'aide des informations précédentes. Donc, si on avait estimé que pour une situation donnée, la gravité du risque était moyenne, on va donc se placer au niveau de l'axe des ordonnées sur la partie moyenne, jusqu'à arriver au niveau des probabilités qu'on a estimées. Donc, si on avait estimé que pour ce dommage, il était probable et que le niveau de gravité était moyen, on va donc être au niveau de cette case. On a donc une réduction du risque qui est prioritaire. Il faut donc rapidement mettre en œuvre des mesures de prévention pour ce risque-là. Enfin, dernière étape, c'est la proposition de mesures de prévention. On va classer ces mesures en 3 niveaux différents. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Le premier niveau correspond au fait de supprimer ou de réduire le danger. Le niveau 2, c'est la protection. Soit elle est collective, soit elle est individuelle. Et enfin, le niveau 3, c'est la formation et ou l'information de l'opérateur. Je vous ai mis ici une graduation de l'efficacité de ces mesures. Donc, le niveau 1 est le plus efficace. Pourquoi? Car on supprime et on réduit le danger. On va prendre un exemple d'une charge lourde. On a une charge lourde, c'est mon danger. Admettons, cette charge est lourde due à un conditionnement, à un carton qui est également lourd. Si je remplace le carton d'emballage, le conditionnement par un conditionnement qui est plus léger, j'ai bien réduit le danger puisque j'ai réduit le poids de ma charge totale. J'ai réduit le danger. On a la protection. Par exemple, la protection individuelle. La personne va porter des chaussures de sécurité pour éviter que la charge lourde ne lui tombe sur les pieds et qu'il se blesse. On est d'accord que lorsque vous portez un équipement de protection, qu'il s'agisse de chaussures de sécurité, de gants, de lunettes, peu importe, le danger est toujours présent. Ce n'est pas parce que vous portez des chaussures de sécurité que votre charge lourde est pour autant moins lourde. La charge initiale est identique. Donc voilà pourquoi en fait la protection est moins efficace que le niveau 1 car en fait on se protège mais pour autant le danger est toujours présent. Et enfin le niveau 3,
c'est de l'information, c'est-à-dire que l'information, ça va être par exemple une affiche, et la formation, ça va être le fait de former l'opérateur, la personne, à mettre en œuvre des gestes particuliers pour limiter le danger. Mais on n'est pas sûr que la personne va respecter les gestes appris de l'information, on n'est pas sûr que la personne va voir correctement la fiche. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour le risque lié aux produits chimiques. Donc, utiliser un produit chimique différent qui serait moins corrosif, on a donc bien supprimé le danger, puisque le danger, c'est mon produit chimique. Si je le remplace ou que j'utilise un produit qui est moins dangereux, eh ben, je suis bien dans le niveau 1. Si je me protège avec des lunettes ou des gants, le produit reste dangereux, mais moi, je me protège, je limite le dommage. Et enfin, le niveau 3, ben, en fait, je mets par exemple sur mon produit une étiquette indiquant que celui-ci est dangereux, que celui est corrosif, mais pour autant, rien ne me dit que la personne va faire attention à cette étiquette. Donc voilà les explications sur la séance 1 et la séance 2 de la séquence 5, qui, je vous rappelle, s'appelle les risques professionnels dans l'activité de travail. Je reste à votre disposition pour toute question. J'espère avoir été clair dans mes explications. Bonne journée.